Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Certains me connaissent en tant que proviseur, puisque je suis aujourd'hui proviseur du lycée Stanislas à Villers et j'ai exercé précédemment sur Pont-à-Mousson. Je suis monsieur Bernard Ségard. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'animateur de la commission lycée du bassin d'éducation et de formation de Nancy-Pont-à-Mousson que je m'adresse à vous. Pour celles et ceux qui découvrent la commission lycée, en fait, elle est constituée des proviseurs du bassin, de directeurs de CIO et d'IPR représentant le corps des inspecteurs. Dès septembre, la commission avait décidé d'organiser une formation sur le grand oral. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui va suivre. En raison du contexte sanitaire, la formation prévue initialement en novembre a été reportée à ce jour. Cette réunion sera suivie par une autre formation de bassin organisée par la mission formation de l'académie et par des formations disciplinaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un premier pas, peut-être un deuxième pour certaines disciplines. Je pense à la physique-chimie, les inspecteurs ont déjà déroulé une formation sur le grand oral et pour d'autres, c'est la première. Vous êtes au moins 130 professeurs des lycées Mussy-Pontin et de l'agglomération nancéenne, invités à suivre cette présentation. Nous vous remercions d'avance pour votre attention et bien sûr votre indulgence. Le format d'aujourd'hui est inédit. Il est inédit de par l'interaction que nous souhaitons entre la salle. Je vous rappelle que je suis entouré d'inspecteurs et de professeurs vous représentant. Un professeur par spécialité est ici présent. Et il a vocation à collecter, synthétiser l'ensemble de vos questions que vous pourrez poser via le chat, de manière à ce qu'on puisse là créer l'interactivité et y répondre en direct dans la mesure de nos possibilités. Avant de passer la parole aux deux inspecteurs pédagogiques régionaux ici présents, Madame Sabine Dott, IPR SVT, et Monsieur Vodizek, IAIPR Histoire-Géographie, que je remercie d'abord pour leur soutien et l'exposé qu'ils vont faire. Je tenais également à remercier Monsieur Palès, proviseur du lycée Loritz, qui nous accueille aujourd'hui pour la diffusion de cette visioconférence. Je vous propose de commencer par un tour de table et on va commencer par ma droite. Ma droite, c'est quoi? Ah, tu voulais commencer Ma gauche alors. Tu voulais terminer? Oui, c'est mieux de terminer. Donc à gauche, oui. Donc Sabine Dott, IAIPR, alors de SVT, mais je suis ici aujourd'hui en tant qu'IAIPR référente du bassin d'éducation et de formation de Nancy et Pont-à-Mousson. Donc on a bien comme objectif aujourd'hui d'initier ou de poursuivre la réflexion de la préparation des élèves au grand oral au sein de chaque lycée. Alors, on va se situer cet après-midi dans une dimension transversale pour que vous puissiez avoir un socle commun pour travailler ensuite ce grand oral en équipe pluridisciplinaire dans les établissements. Alors très rapidement, merci à tous les chefs d'établissement du bassin de nous avoir permis de mettre en œuvre ce moment de formation. Et puis merci à l'équipe de Loritz pour son organisation technique imparable. Je continue vers la gauche. Mesdames, Messieurs, bonjour. David Vodizek, donc je suis inspecteur IAIPR en histoire-géographie, en enseignement moral et civique aussi, ça nous arrive. Et donc j'interviendrai avec ma collègue de SVT pour parler du grand oral. Et je vous remercie aussi de Monsieur le Proviseur de la qualité de l'accueil aujourd'hui pour cette session d'information et de formation. Bonjour à tous. Donc Frédéric Cordier, je suis professeur de physique-chimie au lycée Marquette. Et donc je relayerai les questions des collègues de physique-chimie autour de la spécialité. Et j'oublie pas les spécialités des séries technologiques qui sont également concernées par le grand oral. Donc les séries pour série STL. Je pense en particulier à PCM et à SPCL puisque j'enseigne aussi en série STL.
Bonjour à tous, Lorraine Dervin, professeure de SES au lycée Varocco. Bonjour à tous, Monsieur Jakubowicz, donc professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Loritz. Donc je représente mes collègues pour différentes questions. Merci. Oui, bonjour, moi je suis Emmanuel Bricard et je représente NSI. Bonjour, Daniel Zitella, et donc je suis professeure de lettres au lycée Loritz. Bonjour, Anne-Sophie Remy, professeure de philosophie au lycée Jeanne d'Arc. Bonjour, Arnaud Harry, professeur d'histoire, géographie, sciences politiques et géopolitique au lycée Georges de la Tour à Nancy. Bonjour, Mohamed Essari, directeur du CIE de Vendeuvre. Bonjour, Hélène Wagner, spécialité musique au lycée Chopin. Bonjour, Philippe Dubois, je suis professeur de SES au lycée Poincaré. Bonjour, Katia Barboni, professeure de mathématiques, lycée Henri Poincaré. Bonjour, Stéphane Gallo, je suis professeur de français et d'histoire des arts au lycée Poincaré. Bonjour, je suis Jean-Frédéric Debar, je suis professeur de lettres et de grec au lycée Poincaré, donc je suis pour les LCA en fait. Bonjour, Nicolas Fieler, je suis professeur de SVT au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Bonjour, Agnès Cheyer, professeure de français et HLP au lycée Stanislas à Villers. Bonjour, Anne Torletin, professeure de théâtre au lycée Chopin à Nancy. Bonjour, Anne-Lise Huguenot-Noël, je suis la directrice du Centre d'information et d'orientation de Nancy. Oui, bonjour, Olivier Palès, donc proviseur du lycée Loritz. Alors, on vous propose l'organisation suivante. Donc, nous allons tout d'abord donner le cadre institutionnel, hein, donc les textes qui régissent l'épreuve. À partir de ces textes officiels, nous détaillerons le déroulement de l'épreuve. Dans un second temps, donc, on parlera évaluation. Donc, comment s'effectue l'évaluation du grand oral, quelles compétences sont prises en compte, qui évalue et comment. Et enfin, ce qui sera l'essentiel de notre propos, comment préparer les élèves, hein, du choix des questions à la préparation du moment du grand oral en lui-même. Alors, à la fois cette année, mais aussi donner des pistes en vue des années prochaines pour une préparation des élèves dès la classe de seconde. Alors, pour ce cadrage institutionnel, hein, nous avons donc 2 notes de service du 11 février 2020 qui détaillent l'épreuve et donc qui constituent notre document de référence. Alors, pour le bac général qui nous concerne aujourd'hui, alors j'ai entendu qu'il y avait éventuellement des questions concernant les filières technologiques. Alors, aujourd'hui, on cible sur le bac général. Bien sûr, vous pourrez nous transférer les questions concernant les filières technologiques. Donc, le grand oral, c'est bien une des 5 épreuves terminales, hein, comme vous le savez tous. Ce qui veut dire que sa préparation, comme son évaluation, ça réclame à une forte harmonisation pour garantir une équité. Point de vue oral, au baccalauréat général, donc les élèves auront à minima 2 épreuves orales. Ce grand oral, mais aussi l'épreuve orale de français. C'est pour ça que des profs de lettres ont été conviés aujourd'hui, hein, puisque dans le cursus des élèves au lycée, la première épreuve qui met en jeu une prestation orale, c'est une épreuve de français. Et donc, en y préparant les élèves, vous participez à la formation des élèves aux compétences orales. Alors, rapidement, pour ce cadrage institutionnel, l'épreuve, donc une durée de 20 minutes, une préparation de 20 minutes, une épreuve qui est obligatoire et une épreuve qui doit se présenter dans les mêmes conditions, quelles que soient les spécialités. Donc ça, c'est vraiment important dans la préparation des élèves qui peut être
commune à beaucoup de spécialités, dans lesquelles des enseignements autres que la spécialité peuvent intervenir. L'épreuve est forcément individuelle. On verra que la préparation peut être éventuellement collective, mais l'épreuve est forcément individuelle. J'ai reçu pas mal de questions concernant la possibilité d'aménagement. Alors oui, comme pour toute épreuve d'examen, en fonction des éléments transmis par l'établissement, la DEC établit ou pas des aménagements. Donc là, rien de différent par rapport aux autres examens. La finalité de cette épreuve, alors toujours en prenant là pour l'instant les textes officiels. Donc elle va permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public, donc de façon claire, convaincante. Un autre plan, mettre les savoirs qu'il a acquis au service d'une argumentation, donc particulièrement ces savoirs acquis dans les enseignements de spécialité. Donc on est vraiment au service d'une argumentation. Le choix de la question sera vraiment important pour que l'élève puisse être mis en situation de développer, d'exprimer des arguments. Et enfin, l'épreuve permet au candidat de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. Donc pour tout ce volet-là, il va être important de travailler également avec les psy-EN par exemple, d'où la présence aujourd'hui des directeurs de CIO qui vont être pour nous aussi des personnes ressources pour ce moment et ce temps de l'épreuve. Alors, les textes officiels nous disent que les élèves doivent préparer deux questions. Donc, 2 questions qui portent sur les 2 enseignements de spécialité, soit pris isolément, soit abordés de manière transversale. C'est ce que disent les textes. Là aussi, on a reçu beaucoup de questions sur ce que veut dire exactement ce aborder de manière transversale. Alors, très, très clairement, les 2 questions doivent aborder les 2 spécialités de l'élève. Alors, plusieurs possibilités. Soit une question porte sur la spécialité A, une question porte sur la spécialité B. Autre possibilité, les 2 questions vont croiser les 2 spécialités, mais de manière équilibrée, c'est-à-dire au travers des 2 questions, on ne doit pas avoir une spécialité qui est très prépondérante par rapport à l'autre. On doit vraiment trouver un équilibre. On peut avoir également une question qui porte spécifiquement sur la spécialité A et une question transverse qui porterait sur les spécialités A et B, mais dans ces cas-là, la spécialité B doit être prépondérante. Donc le fait que les 2 spécialités soient impliquées de manière semblable, déjà c'est imposé par les textes officiels qui nous y obligent. C'est également très important dans le choix des spécialités conservées pendant la classe de première. Ça peut aider nos élèves à faire des choix judicieux, pertinents, et, en pensant que pendant l'année de terminale, les 2 spécialités vont intervenir dans cette épreuve du grand oral, coefficient 10, qui est une épreuve importante. Alors, ces 2 questions sont adossées à tout ou partie du programme du cycle terminal. Là aussi, on a eu plusieurs questions. Cycle terminal, c'est bien première et ou terminale. Donc, une question peut cibler sur un élément du programme de première, par exemple. Oui, c'est tout à fait possible. D'où l'importance de présenter le plus tôt possible aux élèves les différentes thématiques des programmes pour qu'ils puissent progressivement faire leur cheminement vers le choix des questions. Alors évidemment, on va en reparler pour les élèves qui sont actuellement en terminale. On a un temps de préparation qui va être différent de celui qu'auront les élèves dans les années à venir. Mais les élèves qui sont actuellement en première, vous pouvez d'ores et déjà leur présenter
le programme de l'ensemble du cycle terminal, enfin au moins les différentes thématiques, pour qu'ils puissent déjà un petit peu les investir et y réfléchir. Ces 2 questions donc, sont élaborées et préparées par le candidat avec ses professeurs. Donc c'est bien au sein des enseignements de spécialité que va s'effectuer ce travail avec vous, professeur de spécialité. Il est possible que plusieurs élèves travaillent sur la même thématique, voire même la même question, et donc qu'ils aient une partie du cheminement et de l'argumentation commune. Donc c'est autorisé. Voilà, c'est proposé par les textes. Par contre, la préparation finale et la présentation, elles seront bien sûr forcément individuelles. Alors, si on détaille le déroulement de ces 20 minutes, et je passe la parole à mon collègue. Alors nous sommes toujours dans la dimension réglementaire, donc il s'agit là simplement d'une petite représentation graphique et schématique des 3 temps de l'épreuve. Peut-être un petit propos liminaire qui n'est pas dans le seul commentaire de cette petite information-là. On est bien sur une épreuve qui est une épreuve, vous l'avez vu tout à l'heure, qui porte sur les 60% du baccalauréat. C'est peut-être bien de le rappeler et d'insister sur cette dimension-là. Nous sommes tous attentifs, vous le savez, à la dimension examen national du baccalauréat. Et cette dimension nationale est fortement, évidemment, garantie et portée par les 60% de l'épreuve. Donc il faut bien avoir en tête que ce grand oral, bien qu'il soit organisé dans un cadre, évidemment, qui est un cadre de proximité, doit garantir l'équité nationale d'un examen national. Je sais combien vous y êtes toutes et tous attachés, et donc je voulais simplement rappeler cet élément qui me semble fondamental. À partir de là, il est mis en place évidemment pour répondre à des enjeux forts, et parmi ces enjeux, il y a le fait quand même que nous sommes dans un système scolaire et même un système éducatif qui est fortement basé, qui est fortement fondé sur des aptitudes et sur des productions écrites. Et évidemment, c'est une affaire très ancienne, puisque ça fait bien longtemps. Et autour de la table, nous avons des professeurs qui sont expérimentés et qui savent que l'oral est un enjeu ancien de notre système, mais que nous avons eu des difficultés à le mettre en place, et notamment au lycée. Alors on a ici un levier nouveau, effectivement, qui répond à un enjeu qui est un enjeu social et un enjeu sociétal. Je vous rappelle simplement que cette épreuve, telle que vous la trouvez là, elle a été mise en place à partir d'un rapport que vous trouvez toujours, qui est toujours en ligne, d'un professeur d'art oratoire à Sciences Po Paris, qui s'appelle Cyril Delay. Et ce rapport Delay partait d'un constat que l'on peut discuter d'ailleurs, et qui est intéressant à discuter, je crois, parce qu'on n'a pas forcément la même perception de ce constat, c'est que c'est sur l'oral que les écarts sociaux et les écarts culturels se creusent le plus fortement. Et que si l'on laisse l'oral dans le domaine de la production et de la production personnelle de l'élève non accompagnée par l'institution, on risque de creuser encore ces écarts entre des élèves qui ont des codes, qui savent maîtriser l'oral, qui maîtrisent ces codes, et des élèves qui ne les maîtrisent pas. Je dis que c'est l'objet d'une discussion parce que, sans vouloir faire trop de digressions, mais quand même, vous nous direz peut-être aussi que dans certaines classes, parfois, l'oral peut être aussi une pratique qui peut faire justement réussir des élèves là où ils sont en grand échec à l'écrit. Donc je veux dire, il peut y avoir discussion autour de ça, hein, j'en suis tout à fait conscient. Alors, vous voyez que dans les 3 temps, on a un premier temps qui est un temps de réponse à une question. On insistera sur ce mot « question ». Parce qu'on s'est posé nous-mêmes la question, on aurait pu dire une problématique. Ce n'est pas tout à fait réponse à une problématique, c'est réponse à une question. Nous y reviendrons après, sachant que peut-être peut-on être d'accord sur le fait qu'une problématique peut ne pas être sous forme interrogative. Hein, et que là, c'est toujours une question. Et les propositions que l'on fait et que l'on trouve sont souvent, se terminent souvent par un point d'interrogation. Et pendant ces 5 minutes, il y a donc réponse à cette question. Ensuite, on a un échange avec le jury. Cet échange avec le jury est un peu plus long et dure 10 minutes. Et il permet au candidat de faire état de ses connaissances. Alors il faudra, on y reviendra peut-être, mais il faudra être prudent, enfin il faudra être en tout cas vigilant
à ce que ces 10 minutes ne servent pas simplement à aller explorer différentes parties du programme pour voir s'il a à peu près tout appris. Hein, évidemment, ces 10 minutes sont en cohérence avec les 5 premières minutes et permettent peut-être davantage d'identifier la capacité du candidat à faire du lien aussi entre ce qu'il a pu travailler et ce qu'il a pu comprendre d'autres thématiques. Quant au programme de première, on pourra peut-être en discuter. Je sais qu'il y a certains collègues pour qui l'écriture des programmes de spécialité, je pense notamment à Humanité, Littérature et Philosophie, est fortement articulée sur les 2 années du cycle terminal. Moi, je connais davantage un programme, évidemment, en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, où vraiment première et terminale sont quand même fortement séparés. Donc il y a peut-être là à discuter en équipe sur ce que l'on attendra en termes de retour sur le programme de première éventuellement. Et puis on a un 3e temps. Alors, je vais vous dire, ce 3e temps me semble être la grande chance de ce grand oral. Pour nous, un levier qui est extraordinaire. Au passage, d'ailleurs, si vous relisez le rapport de l'ES, il ne figurait pas dans les propositions du rapport. Et il a été ajouté. Ça a été un arbitrage ministériel. Et ce 3e temps est un temps autour du projet d'orientation du candidat. Projet d'orientation qui permet, et je regarde aussi les spécialistes de l'orientation, qui permet, me semble-t-il, quand je dis une grande chance, d'inscrire les choix d'orientation dans des questions d'enseignement. Là où dans notre système, parfois, pas toujours, parce que certains savaient bien faire, mais parfois, la question de l'orientation, ça pouvait être encore identifié comme étant l'apport d'un spécialiste qui vient en plus d'eux pour apporter des éclairages. Et là, je trouve qu'on a une chance inouïe de pouvoir inscrire les choix d'orientation dans un sujet, dans des problématiques réelles et qui ont été vécues en classe dans le cadre des enseignements, et de ne pas en faire un objet de travail en plus, mais bien d'en faire un objet de travail en cours d'eux. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce 3e temps me semble déterminant. On aura peut-être le temps, je regarde ma collègue, de revenir sur les contenus de ce 3e temps. Donc, je ne détaille pas davantage sur cette diapositive-là. Voilà. Donc, les questions sont transmises au jury. Elles sont transmises au jury par le candidat via une feuille signée par les professeurs et avec un cachet de l'établissement d'origine. Rappelons peut-être que le candidat présente évidemment au jury ces 2 questions, mais sans savoir, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, que le jury sera déterminé par telle ou telle question. Nous reviendrons sur la composition du jury et ce sera sans doute une question capitale par rapport au choix des questions. Le jury choisit donc une des 2 questions lorsque le candidat se présente et le candidat dispose ensuite de 20 minutes de préparation pour mettre en ordre ses idées. Et s'il le souhaite, pour réaliser un support très simple qu'il pourra remettre au jury sur une feuille qui lui sera fournie. Nous avons précisé un point qui nous semble essentiel. Il y est évidemment de la liberté des professeurs qui accompagnent leurs élèves. Vous voyez la différence que je fais entre leurs élèves et les candidats, qui accompagnent leurs élèves, d'évaluer à un moment dans leur parcours, en contrôle continu par exemple, les supports que peut produire le futur candidat pour son évaluation orale. Ça peut être intéressant. En revanche, il est hors de question, il est exclu par le texte que ce support soit l'objet d'une évaluation lorsqu'il devient candidat dans l'épreuve du baccalauréat. C'est bien la production orale qui est uniquement évaluée. Sur ce premier temps, donc effectivement, j'avais donné quelques éléments tout à l'heure, ici vous en avez davantage encore. L'exposé se fait sans notes, sans support et debout face au jury. Je sais que nous avons parfois des questions, on en aura peut-être sur cette question de posture debout. On a peut-être ici, derrière une formulation qui peut paraître un peu classique, pour ne pas dire un peu dépassée parfois, un élément qui me semble fondamental, c'est que pour délivrer une parole, il faut qu'on soit en accord avec son corps, et que la posture soit en accord avec le message que l'on souhaite délivrer. Faire se lever un élève, c'est aussi un élément qui est un élément de structuration de la parole. C'est aussi un élément qui me semble intéressant pour vous lorsque vous n'êtes pas face à des candidats, mais que vous êtes face à vos élèves en cours de formation, que de dire que quand on prend la parole, on se lève et on prend une parole qui est une parole organisée et structurée. Alors peut-être faut-il la préparer, cette parole structurée. C'est difficile pour un élève de prendre une parole spontanément et de structurer un oral alors qu'il ne l'a pas préparé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je fais un oral, j'ai besoin de structurer les choses par écrit au préalable, même si ce sont quelques lettres, quelques mots, etc. Donc on a des candidats qui auront aussi cette difficulté-là. Mais ça veut dire que quand on est debout, on a un rituel qui s'installe.
La difficulté qu'on a, on reparlera du niveau collège, mais là on est sur le lycée, donc c'est tout à fait cohérent. Mais quand on prend le collège, c'est vrai que les enfants, les élèves, ont tendance à avoir on a des attentes qui sont des attentes sur l'oral qui portent sur des éléments de réponse. Parfois même c'est oui ou non. Ça peut tout à fait être une réponse aussi simple que cela. Et puis parfois ce sont quelques mots, puis on commence à fabriquer des phrases un peu plus structurées. Il serait sans doute intéressant de considérer qu'au lycée, même si parfois il faut vérifier à qui oui ou non, avez-vous compris oui ou non, que la structuration d'un oral est fondamentale et que toute intervention orale, ça prendra un peu plus de temps bien sûr, doit être un tout petit peu construite et ritualisée. Et puis le candidat, il y avait un deuxième point, je l'ai peut-être déjà explicité, explique pourquoi il a choisi de préparer cette question pendant sa formation, puis il la développe et y répond. Et effectivement, on a déjà évoqué cette question, donc Sabine, merci, tu peux passer. Le temps 2, donc l'échange avec le jury 10 minutes. Alors, préciser et approfondir sa pensée. Donc, d'abord, le candidat ici est assis ou debout selon son choix. Donc, on est allé jusqu'à guider la position du corps du candidat sur ces 3 temps. Si la question traitée concerne l'enseignement de spécialités langue, littérature et culture étrangère et régionale, chacun des 2 premiers temps de l'épreuve orale peut se dérouler en partie dans la langue vivante concernée par l'enseignement de spécialité. D'accord ? Donc on est bien, attention à ça, il s'agira uniquement des 2 premiers temps et pas du temps qui porte sur le choix d'orientation, et il pourra tout à fait, le candidat, faire une partie de son oral en langue étrangère. Ce qui évidemment interroge encore une fois, et on y reviendra au bout de la chaîne, sur les personnes qu'il a en face de lui. On est bien d'accord, mais c'est une question qu'on va évoquer, sur laquelle vous aurez vous-même probablement des interrogations. Donc voilà, la précaution que je vous avais déjà donnée tout à l'heure sur ce temps 2, et qui nous semble vraiment importante. Attention aux questions qui peuvent être des questions prétextes. Alors là, on se met dans la posture du jury que vous allez devenir. Vous en avez l'expérience. Vous savez que quand on est jury, et encore plus jury sur une première expérience et une première épreuve, on a aussi le regard de son collègue jury. Ça, on se le dit entre nous, mais c'est une réalité que vous avez vécue. Quand on est 2 au moins, on ne parle pas seul à un candidat, on ne parle pas seul à un élève. On parle aussi à côté de son collègue, et le collègue écoute la question. Et parfois on se dit, mais alors est-ce que cette question sera aussi peut-être pertinente, etc. Moi je pense que là-dessus, il faut qu'on soit très vigilant à ne pas tomber ni dans l'exhaustivité, ni dans l'excès d'érudition. On n'attendra pas d'un candidat qu'on puisse entrer dans des détails considérables des programmes. En revanche, encore une fois, compte tenu de la première partie et compte tenu des perches qui auront été tendues dans la question dans la première partie, on peut quand même considérer raisonnable qu'un candidat qui a travaillé sur une question qui porte sur une dimension particulière, je ne veux pas donner d'exemple parce que dès que je donne des exemples, il en faudra d'autres, et une question particulière très spécifique et très ciblée, puisse au moins replacer quand même cette question, s'il ne l'avait pas fait, dans une problématique plus générale d'un cours. Pour autant, c'était le thème 1 de terminale. Faut-il vraiment aller absolument le questionner sur le thème 3 de classe de première ? C'est vous qui jugerez de l'opportunité de le faire. Mais dans ces 10 minutes-là, je crois qu'on a tout intérêt à garder la cohérence d'un ensemble dans l'intervention du candidat. Le temps 3, donc, qui porte sur le projet d'orientation. Alors, là encore, vous savez, enfin, je veux dire, on est capable de lire, hein, c'est pas tant la lecture du diaporama et de la diapo que le commentaire qu'on peut en faire et les éléments sur lesquels on peut se mettre d'accord. Il nous semble qu'il y a un danger possible sur cette 3e partie, qui, vous l'avez compris, pourtant, est une partie qui me semble particulièrement intéressante et nouvelle. Le danger possible, c'est de considérer qu'il faut absolument un lien fort entre le choix d'orientation du candidat et le sujet qu'il a choisi. Et que si le candidat ne parvient pas à faire émerger ce lien fort, sa prestation pourrait être moins bien évaluée. Il est dans l'esprit de ce temps 3 de rappeler le cheminement du candidat en termes d'orientation.
Vous aurez peut-être même des candidats qui vous diront, figurez-vous que j'ai finalement, par rapport à la procédure Parcoursup et à ce que je souhaite faire, c'est absolument pas en lien avec la question que j'ai choisie. J'ai envie de dire heureusement, parce que si le candidat, à partir du moment où il a choisi une question, dit je ne peux plus m'orienter vers autre chose qui soit d'un domaine d'une autre spécialité, voilà. Et d'ailleurs, quand bien même aurait-il choisi une question, en quoi est-ce qu'elle l'oblige à s'orienter vers telle ou telle, évidemment, spécialité. Donc là, je crois qu'il faut être, encore une fois, un peu souple dans la manière d'aborder les choses. On est sur quelque chose qui, là, pour le coup, est assez déconnecté éventuellement de la question 1, et où le candidat, véritablement, explique sa manière d'envisager son parcours d'orientation. Je pense que pour ne pas effrayer certains candidats qui auraient des inquiétudes sur cette partie, on pourrait très bien dire que pour des candidats qui auront eu des difficultés à trouver leur voie ou à déterminer une orientation, ça peut être un sujet passionnant. De dire en quoi j'ai été fortement incertain, en quoi j'ai été en difficulté pour faire mon choix, et en quoi est-ce que ça relève peut-être aussi de ma personnalité, des relations que j'ai pu nouer, des informations telles que je les ai récoltées. J'ai envie de dire, on a peut-être plus intérêt à valoriser un cheminement intellectuel qu'un aboutissement évidemment d'un candidat qui vous dit oh, moi je n'ai pas grand-chose à vous dire si ce n'est que grâce à cette question, j'ai trouvé ma voie. Hein, vous voyez bien de manière un peu caricaturale ce que je veux dire. D'autant que, encore une fois, il faudra être vigilant évidemment sur ce point-là, de laisser commencer l'élève. Évidemment, si on voit un élève qui est un petit peu en difficulté sur ce 3e temps, on va l'encourager, on va essayer de lui tendre des perches, mais il faut le laisser, je pense qu'il faut le laisser commencer son propos. Peut-être que ce propos va être un peu freiné à un moment, mais en tout cas, il faut qu'il soit placé dans le cadre d'un échange. D'autant plus, et je crois qu'il faut en tenir compte, 20 minutes, pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, c'est long. Et ce 3e temps peut être aussi un moment où la fatigue peut commencer à arriver aussi dans l'intervention du candidat, parce que vous le savez bien, l'avantage des enseignants, c'est qu'ils ont tous vécu des interventions orales, y compris en tant que face à un jury. Et vous savez bien qu'il y a un moment, quand vous êtes passé à la première étape, vous êtes passé à la 2e étape, et vous savez qu'il va vous arriver la 3e étape, il y a un moment où votre esprit peut commencer à partir dans d'autres directions et à commencer à se dire j'arrive au bout, mais il y a encore un obstacle. Hein. Et ça, le candidat peut le vivre aussi comme expérience. Ça interroge la manière de se préparer, évidemment, sur laquelle on va revenir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut tenir compte de ce temps 3 qui est un moment où le candidat pourra commencer aussi à avoir quelques difficultés tout à fait compréhensibles. Voilà, je crois qu'on a à peu près évoqué cette question également. Donc, alors il y a un élément que j'ai peu évoqué, c'est vrai, dans cette phrase. Une curiosité intellectuelle et une aptitude à exprimer ses motivations. On est dans des choses, on reviendra sur la grille d'évaluation, mais qui sont parfois plus difficiles à évaluer, incontestablement. Hein. Je pense que là, des candidats qui feront preuve d'une grande force de conviction auront évidemment un avantage. Mais bon, la force de conviction, c'est pas totalement naturel. C'est aussi quelque chose qui se travaille. Comment fait-on pour remporter l'adhésion d'un auditoire? Comment fait-on pour susciter l'empathie de l'auditoire et faire en sorte qu'on puisse s'intéresser à mon parcours? Ce sont des choses évidemment qui se préparent et qui se travaillent. Merci David. On vous propose un premier temps de réponse aux questions. Alors en restant sur tout ce qui concerne le cadrage institutionnel, ce qui concerne le détail de l'évaluation ou la formation des élèves, on y viendra après. Alors vous pouvez, les professeurs présents dans la salle, bien sûr, prendre la parole et nous faire part des questions. Voilà, c'est ce que j'allais dire exactement. Oui. Concernant le timing, donc 5 minutes, si un candidat ou un élève commence à parler de sa question et on va dire qu'il a beaucoup de choses à dire, est-ce qu'on le laisse continuer à parler 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes ou est-ce qu'à un moment il faut lui demander de s'arrêter? Alors, dans le texte nous dit 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Ouais. Donc, quand l'élève va s'entraîner à sa prestation orale, il devra s'entraîner à tenir à peu près 5 minutes.
Bien sûr, si ça dure 1 minute de plus, on peut le laisser, on peut le laisser conclure. Si on voit qu'il a du mal dans son organisation, les membres du jury peuvent l'inviter à faire sa conclusion pour terminer rapidement. Voilà. Donc ça va pas être chronométré à la seconde près, mais c'est important que l'élève s'y entraîne et les membres du jury sont là pour l'aider à maintenir le tempo si c'est difficile pour lui. En termes d'équité, il faut être attentif, vous avez raison, à ce que les 3 temps soient à peu près identiques. Je dis à peu près, donc vous n'aurez peut-être pas un chronomètre en main, mais comme dit ma collègue, si vous invitez le candidat et que vous voyez que le candidat, au bout de 5 minutes, a encore des choses à dire, vous pouvez l'inviter à passer à la partie suivante en disant vous pouvez encore intervenir, mais vous pouvez passer à la deuxième partie dès que possible. Voilà, je pense que c'est raisonnable, tout en n'étant pas chronomètre en main sur les 5 minutes, effectivement. Mais il ne faudrait pas non plus, je ne pense pas que vous en aurez beaucoup, une situation de stress quand même des candidats, il ne faudrait pas non plus qu'un candidat qui joue tout sur la première partie se dise je vais essayer d'en garder 10 ou 15 des minutes pour ne pas avoir à dire autre chose après. Donc là-dessus, on voit bien la difficulté qu'il pourrait y avoir avec certains candidats, et il faut qu'on puisse la contourner en respectant à peu près le cadre horaire. Ce qui est sûr, c'est que pour une question d'équité, l'épreuve durera 20 minutes pour tout le monde. Il n'est pas question que certains élèves aient le droit à 25 minutes et donc à faire part d'éléments que d'autres élèves n'auraient pas eu le temps de donner. Oui. C'est une des questions qui est apparue sur le chat par rapport au temps de préparation. Si un élève ne désire pas bénéficier des 20 minutes de préparation, parce que cela le stresse plus qu'autre chose. Est-ce qu'elles sont obligatoires? C'est pas forcément effectivement ça comme question, parce qu'il y a des élèves que l'attente stresse davantage encore. Et on va être dans une situation, il ne faut pas se leurrer, particulièrement stressante. Surtout que, parenthèse que je me permets de faire, on a des élèves cette année, enfin moi je le vois dans mes classes, particulièrement stressés à l'oral suite au confinement de l'an dernier. Oui, effectivement, question pertinente. Le texte officiel est court, clair et précis. C'est 20 minutes de préparation. Effectivement, l'élève aura bien préparé en amont, donc c'est tout à fait probable qu'il n'ait pas besoin de ces 20 minutes. Donc dans la partie préparation à cette épreuve, il va y avoir un travail sur que faire pendant ces 20 minutes. Donc le travail sur déjà le support écrit où l'élève va pouvoir faire sa carte mentale, son croquis, s'il le souhaite, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, va être important. Mais aussi travailler en amont peut-être avec tout ce qui peut être technique de relaxation, etc. pour accompagner l'élève pour qu'il arrive après ces 20 minutes, alors stressé probablement, mais avec un stress positif ou pas. Mais en tout cas, voilà. En l'état actuel, le texte dit 20 minutes, donc... on a bien 20 minutes de préparation. Rappelons du coup que vous aurez, de la part des services du rectorat et de vos chefs d'établissement qui seront chefs de centre, on va dire un déroulé qui sera un déroulé très précis en termes de minutage. Et donc si on commence à avoir plusieurs candidats qui disent allons-y tout de suite, voilà, ça va poser une vraie difficulté. En revanche, il faut quand même mettre face à ses responsabilités un candidat qui dirait je ne veux pas, en lui disant vous disposez de 20 minutes si vous le souhaitez, mais vous pouvez ne pas le souhaiter. À ce moment-là, je vous invite à rester dans la salle et dans 20 minutes, nous pouvons démarrer. Voilà. On peut l'imaginer comme cela. Il ne faudrait pas non plus que le candidat dise après finalement, j'ai pas eu mes 20 minutes. Vous voyez, il faut quand même qu'on puisse être au clair sur cette question-là. Vous avez raison. J'ai 3 questions. La première porte sur une question de candidat relative au fait, si j'ai bien compris, qu'il s'agit bien d'un exposé oratoire, c'est-à-dire il n'y a pas de support numérique possible pour le candidat. Dans les supports proposés, c'est vraiment une feuille de papier qu'on lui donne et qu'il peut éventuellement remettre au jury sous quelque forme que ce soit. C'est bien ça. Le texte est clair, voilà. Oui. Sans support pour cette première partie. D'accord. La deuxième question porte sur la nature du support éventuel remis au jury. Et la troisième question porte sur les attendus en langue. Dans le cas où un candidat voudrait faire une présentation en partie en langue, j'imagine que l'évaluation sera plutôt bienveillante quant à son niveau de langue. Comment se situe par rapport à ça ? Oui, vous avez raison, si le candidat le fait, c'est qu'il fait un choix et qu'il prend un risque. Et donc, comme vous dites, effectivement, l'évaluation sera bienveillante. Il
faudra justement peut-être pas confondre cette épreuve avec d'autres épreuves où on va évaluer sa capacité linguistique, hein, en langue étrangère, j'entends bien. Donc la question sera intéressante de savoir comment est-ce que sur la grille d'évaluation qu'on a sous les yeux, vous transposez ces compétences tout en étant sur un support linguistique qui est enfin une langue étrangère et non pas la langue d'origine. Bon, ça veut dire aussi que toute langue est un outil de communication et un véhicule de culture finalement. Et de ce point de vue-là, simplement le choix qu'il a fait, c'est d'utiliser un autre véhicule culturel, mais toujours par une langue. Voilà, mais simplement ne pas confondre une épreuve qui est une épreuve de spécialité qui vise à vérifier que le candidat démontre l'acquisition d'un certain nombre de compétences utiles pour le post-bac et une épreuve du type DNL ou du type oral de langue sur laquelle effectivement on évalue toute autre chose. Et vous aviez une deuxième question sur la nature du... En fait, ce que l'élève écrit sur sa feuille, c'est ça votre... Ouais. Alors ça va vraiment dépendre de la question et aussi très probablement de la spécialité. Peut-être que... En histoire de l'art, le candidat voudra faire un croquis d'une œuvre. Peut-être qu'en mathématiques, il voudra présenter une partie d'une démonstration, un graphique. Donc, voilà, ça peut être... Mais c'est libre, hein, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, une carte mentale ou une autre présentation de l'organisation de ce premier temps. Voilà. Sur cette question, la foire aux questions a changé récemment. Il y a eu un élément nouveau, justement, et donc je vous le lis tel qu'il est. On n'a pas de commentaire à en faire, pour le coup. La question étant, les membres du jury peuvent-ils autoriser le candidat à utiliser du matériel qui est à disposition dans la salle d'examen? La réponse officielle du ministère est, le candidat peut être autorisé à utiliser du matériel uniquement dans le deuxième temps de l'épreuve, dès lors que cela n'obère pas la qualité de sa prestation orale. Il peut disposer du support écrit qu'il a conçu pendant le temps de préparation ou utiliser le matériel à disposition dans la salle, si cela constitue une aide à sa prise de parole. Mais il doit veiller à donner toute la priorité à l'interaction avec le jury. Et enfin, les questions posées par le jury ne sont pas écrites et ne peuvent donc donner lieu, à des réponses intégralement écrites. Bon, ça, on s'en doutait, bien évidemment. Effectivement, oui, on peut laisser allumer. Ouais. Mais surtout pas un élève dos au jury et qui écrit pendant 3 minutes quelque chose sur son tableau, par exemple. Voilà. Oui, 2 questions à poser. L'importance de la formulation des questions choisies travaillées par le candidat au cours de l'année. Je crois que ça ne doit pas ouvrir simplement à oui, non, mais à quelque chose de plus vaste, de plus important, m'a-t-il semblé. Et puis aussi la question du lien entre les questions choisies par le candidat et le projet d'orientation. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un lien fort ou est-ce que il peut ne pas y avoir de lien? Je crois que vous y avez répondu, mais c'est ce qui me semblait un petit peu peut-être gênant, c'est que vous avez dit que dans un premier temps, dans les 5 premières minutes, il explique pourquoi il a choisi de préparer cette question. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne va pas y avoir redondance avec le moment où il va parler du projet d'orientation? Si les questions préparées par le candidat sont en lien avec le projet d'orientation, par conséquent, s'il explique dès le départ les raisons pour lesquelles il a choisi de préparer ces questions, on va peut-être être là en difficulté sur la fin de son entretien. Pour votre première question, on va parler ensuite de comment formuler une question vive. Ouais. Et pour la deuxième partie de la question voilà, vous dites à juste titre, en fait, vous envisagez le cas d'un candidat qui, dès la première partie, dirait par exemple, j'ai choisi cette question parce qu'elle est parfaitement inscrite dans mon projet d'orientation. Hein, je pense que voilà, vous évoquez notamment cette possibilité-là. Ça veut dire qu'il va falloir quand même préparer le candidat, même si on ne va pas bachoter et lui faire des répétitions de grand oral sur la question qu'il a faite. On va essayer. C'était une difficulté parfois de certaines épreuves et on va essayer de sortir de cette difficulté-là, on y reviendra. Il faudra quand même revoir avec le candidat ce qu'on attend et quel est le périmètre de chacune des parties et de chacune des 3 épreuves. Il me semble qu'on pourrait y répondre en disant que sur la première partie,
son choix va être un choix qui peut être un choix, entre guillemets, plus scolaire. C'est-à-dire, alors je suis prudent quand je dis ça, c'est-à-dire je l'ai choisi parce que c'est une question que j'ai pu identifier, est-ce que c'était avec mon professeur, est-ce que c'était en discutant avec mes parents, est-ce que c'est, etc., etc. La troisième partie, c'est pas tant cette question-là en soi et la motivation de cette question, que le parcours et le cheminement qu'il a fait pour se projeter dans le post-bac. Et c'est pour ça que je dis qu'on s'éloigne et qu'on s'écarte forcément un petit peu du choix de la question en soi, même si vous avez raison, il peut y avoir des liens entre les motivations qui font que j'ai choisi une question et mes motivations plus générales qui font que j'ai choisi cette orientation. Donc effectivement, le lien peut être plus ou moins fort. Mais je crois que là-dessus, il y aura probablement un peu de souplesse en fonction du profil des candidats. Vous verrez que tout à l'heure, dans le diaporama, on vous indiquera, il va falloir aussi qu'on arrive à sortir, nous, ce qui n'est pas simple, d'un schéma oral type et d'une attente type pour chacun des candidats. En fait, il faudra que le jury parvienne aussi à prendre en compte la singularité et la personne qu'on a en face de soi. Et donc, vous risquez d'avoir autant d'oraux très différents que de personnes différentes. Et c'est très bien ainsi. Parce que si on attend un oral type et qu'on arrête un candidat parce qu'il n'est pas tout à fait conforme à ce que les autres candidats ont pu dire, je crois qu'on risque un petit peu de frustrer aussi les candidats sur cette épreuve. Et donc, il faudra aussi, même si, monsieur, vous l'avez rappelé avec votre question, imposer des cadres incontournables, il faudra aussi laisser un peu de place pour exprimer des personnalités très différentes. Oui, allez-y. Ouais. Par la subjectivité, c'est-à-dire par la résonance particulière qu'une question de débat contemporaine ou d'actualité présente pour le candidat est envisageable. Oui, bien sûr. Oui, oui. Il n'est pas systématiquement attendu qu'il justifie sa motivation par le rapport au programme et par l'inscription de son problème ou de sa question dans le cadre scolaire. Non, oui. Une motivation, quelle qu'elle soit. Oui. N'oubliez pas que dans la deuxième partie, justement, même si on va explorer des autres parties du programme, si le jury considère qu'on n'a pas suffisamment exploré l'articulation entre le choix de la question et des problématiques plus générales, il peut y revenir dans la deuxième partie. C'est ça qui est intéressant. Donc la première partie ne fait que 5 minutes, la deuxième partie en fait 10. Je pense que sur ce deuxième temps, vous aurez le temps d'être dans l'exploration des programmes, justement. Oui, mes collègues matheux s'interrogent sur la difficulté pour le candidat à exposer, par exemple, une démonstration mathématique sans support écrit. Nous-mêmes enseignants, pendant un cours, on ne pourrait pas faire un travail sans avoir de temps en temps le recours à l'écrit du symbole mathématique. L'oral étant trompeur, quand on parle d'un nombre au carré, de quel nombre on parle, par exemple. Et voilà, je relève aussi en informatique, pour un programme en Python, comment expliquer, comment mettre en évidence un programme Python sans avoir l'indentation, sans avoir l'écrit. Et je pense que c'est vraiment là une grosse difficulté liée à la matière. Oui, là, effectivement, selon les spécialités, on a des habitudes à pouvoir parler sans support ou au contraire une absence d'habitude. Effectivement, maths, tout ce qui est sciences de l'ingénieur, sciences expérimentales, etc., par exemple, on s'appuie sur des chiffres, on a besoin d'écrire parfois. Alors dans ces 5 minutes, dans ce temps qui est quand même très court, de toute façon, l'élève n'a pas de temps pour détailler tout un long cheminement. Il ne va pas aller dans des détails précis, par exemple d'une longue démonstration. Et à nous, effectivement, dans la préparation de l'élève à cette orale, à cibler sur ce que l'élève va pouvoir présenter pendant ces 5 minutes. Si on juge qu'il ne peut pas effectuer, par exemple, pour reprendre l'exemple des mathématiques, cet exemple de démonstration sans support, ça veut dire que ce n'est pas ce qui va devoir être développé pendant le temps de ces 5 minutes. Mais effectivement, pour certaines disciplines, ça n'a posé aucun souci, cette absence de support. Et pour d'autres, on a à donner l'habitude à nos élèves de savoir expliquer ou expliciter certains éléments sans support. Ouais. Et ce qui ne peut pas être bien explicité ou bien vulgarisé sans support, ça ne doit pas être l'élément fort de ces 5 minutes. Oui, donc ça va revenir à les guider davantage, en fait, par exemple, dans notre matière ou en informatique. On va devoir les guider davantage
et évaluer peut-être à leur place un petit peu sur ce qui est possible d'exposer à l'oral ou non, ce qui va être compréhensible à l'oral ou non. Oui, de toute façon, il va falloir former les élèves à le contenu de cet exposé. Et voilà, y compris pendant cette période de formation, quand l'élève va s'entraîner, il va bien voir, par exemple, en entraînement avec ses pairs, si les pairs sont capables de comprendre ou pas son propos sans support. Oui. Mais c'est sûr que ça nécessite une vigilance particulière dans certaines spécialités. Oui. Alors j'ai plusieurs questions qui se recoupent en fait, plusieurs remarques en tout cas concernant par exemple l'évaluation. Sera-t-il possible d'avoir les questions en amont de façon à éviter que la cohérence et pertinence justement des questions du jury pendant les 10 minutes d'entretien, l'étape 2, ne donne pas l'impression de devoir improviser et de devoir le faire collectivement alors que nous sommes deux collègues en tant que jury qui ne sont pas des mêmes spécialités. Ça c'était une première partie de la question. Et je passerai à la seconde après, ce sera peut-être plus simple. Alors pour cette partie de la question, ça a été évoqué avec l'ADEC. Ouais. Et il y a effectivement des réunions de travail pour réfléchir à l'organisation vraiment de cette orale et voir à quel moment, enfin quand les jurys seront constitués, comment et à quel moment auront-ils connaissance des questions. Ça fait partie des éléments de réflexion et qui sont pris en compte. Ensuite, toujours dans la même idée, finalement, ça concernait toujours l'évaluation et le jury. Et il y avait une remarque qui était, alors de fait, le jury peut évaluer, n'importe qui peut évaluer n'importe quoi, sachant que il me semble, en tout cas, qu'il apparaissait qu'il y avait toujours un jury dans la spécialité et un jury un autre membre du jury qu'on considérait du coup comme étant néophyte, finalement. On va y répondre. Oui, pardon. On va y répondre dans la deuxième partie. Ah, alors, ce sera pour la deuxième partie à ceux et celles qui avaient posé cette question. Mais promis, on y répond. Oui. Première remarque déjà sur le temps de préparation donc, de cette épreuve qui a commencé. Or, nos élèves et nos collègues, présents ou à distance, et je pense que tout le monde peut en témoigner ici, nous ne sommes pas dans ce temps de préparation du grand oral. Ça commence aujourd'hui par notre présence et par cette vidéo qui est diffusée. Nous avons encore des élèves qui souffrent du confinement de l'an dernier et nous avons encore beaucoup d'établissements en enseignement hybride de plein de manières différentes. Donc que tout le monde prenne bien conscience que nous ne sommes pas dans un cadre idéal de préparation du grand oral pour la session 2021, mais aussi pour la session 2022 pour les élèves qui actuellement sont en première. Il n'y a pas eu de préparation à l'oral l'an dernier, puisque les oraux de fin d'année ont été annulés. Donc on a une fragilité, et donc on ne va pas avoir des élèves professionnels à l'oral. Ensuite, j'ai bien compris l'origine de cette épreuve, et c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je me livre actuellement à un grand oral, sans support. Et je suis un peu habitué, mes élèves ne sont pas habitués. Et on a eu beaucoup de remontées des collègues de sciences et de mathématiques, effectivement, sur l'évidence de pouvoir utiliser un tableau, un feutre. Donc je crois qu'il faut qu'on le répète et dire qu'effectivement, à un moment donné, pendant les 10 minutes, pour argumenter correctement, pour raisonner, pour partager son raisonnement, on a besoin d'un support. Il faut être extrêmement doué pour ne pas avoir besoin de support. Regardez ces derniers temps, cette dernière année, nous avons eu beaucoup de diffusion d'informations sur le coronavirus. Très souvent, il y avait des supports numériques qui aidaient nos responsables à faire passer les informations, etc. Donc je pense que c'est extrêmement important. Alors ça, c'était une première remarque. Il y a un temps très important sur le choix de la question. Je crois que vous allez y revenir. On a connu d'autres épreuves orales où parfois on avait le sentiment que le candidat arrivait avec une question et que finalement sa question n'était pas très valable et pas très intéressante. Mais on était gêné en tant que jury, puisqu'on savait que cette question elle avait été préparée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en classe. Donc il y avait l'interface avec le collègue et l'élève, enfin c'était un peu compliqué. Donc je pense qu'il va falloir être hyper vigilant sur la question suivante, quand et qui valide les questions. Vous allez peut-être dire que ce sont des questions personnelles, je pense que c'est une réponse qui me semble un peu insuffisante à mon avis. Pour garantir, pour garantir l'équité des candidats. Moi, c'est mon seul souci, hein. Sachant que les oraux, vous le savez, sont extrêmement discriminants.
pour les femmes et pour d'autres catégories. On le sait, ça. Donc là, on est dans une phase de formation. Et donc, pour conclure, et je m'arrêterai là, en tout cas en sciences, mais je pense que tous mes collègues sont d'accord, la forme est importante, la communication est importante. Mais la communication, elle peut être aussi bonne que l'on veut, c'est le fond qui est important. Voilà, moi, quand je vais voir mon médecin, je me fiche de savoir quelle tête il a. Je veux des informations carrées. Voilà. Donc, essayons de rester raisonnables. Voilà. Alors, sur ce dernier point, on va y revenir avec l'évaluation, puisqu'effectivement, il n'est pas question de mettre une bonne note à un discours qui serait vide. Voilà. Et on ne peut pas avoir la forme sans le fond. Votre première remarque concernant la fragilité des élèves cette année, effectivement, on est dans un contexte particulier. Les élèves ont vécu un cursus au lycée particulier. Donc il va falloir en tenir compte, bien sûr, et dans l'évaluation et dans la préparation. Alors par exemple, les élèves qui sont actuellement en seconde, si tout se passe bien pour eux dans leur cursus, on leur laissera probablement beaucoup plus de choix et d'initiatives, enfin de réflexion et d'initiatives dans le choix des thématiques, le choix des questions. Et cette année, vous allez être probablement amené à guider davantage et plus rapidement les élèves sur le choix des questions. Voilà. C'est vous qui évaluerez les élèves, de toute façon. Je veux dire par là que le curseur, l'endroit où vous allez le placer, vous serez les plus experts pour savoir où vous le placez. Quant à savoir quelle relation avec les collègues vous allez entretenir, c'est une vaste question, parce que vous savez bien qu'on a eu cette question aussi pour les écrits qui ont eu lieu l'année dernière. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on évalue l'élève, est-ce qu'on évalue le professeur? D'où l'intérêt de considérer que la question émerge vraiment d'un questionnement justement de l'élève, et peut-être aura-t-on quelque chose de plus pertinent que quand un élève aura été, là pour le coup, fortement guidé, puisque vous avez évoqué, et je vous remercie d'avoir évoqué les TPE, je ne sais pas si on aura encore l'occasion de le dire, mais je pense qu'on est dans un métier où c'est normal, on s'appuie toujours sur ce qu'on sait faire déjà, et l'expérience des TPE, il y a un exercice intellectuel qui me semble très intéressant à faire, qu'on n'a pas pu faire en académie, mais qu'on avait essayé de démarrer, mais vous pourrez le faire vous-même, c'est de vous faire une colonne TPE, une colonne grand oral, et en indiquant sur quoi puis-je m'appuyer dans l'expérience des TPE, et en quoi c'est fondamentalement différent. Et ça, c'est très intéressant, oui. Alors, pour ce qui est évaluation de l'épreuve, et donc ça va donner lieu à réponse à certaines des questions que vous venez de nous poser. Alors là, donc, très rapidement aussi, en italique, ce que vous voyez, donc que je ne vais pas relire, en italique, c'est le texte du BO, donc des différentes compétences qui sont évaluées, de solidité des connaissances à argumentation, relier les savoirs, esprit critique, précision de l'expression, clarté du propos, engagement, conviction. Donc on a à la fois de la forme et du fond pour simplifier. Le texte officiel nous dit qu'on pourra s'appuyer sur une grille indicative. Et effectivement, cette grille indicative va nous servir à la fois pour former les élèves et pour évaluer au final. Je le dis tout de suite, si on oublie tout à l'heure, la DEC, donc la division des examens et concours de l'académie, a décidé que tous les professeurs qui vont évaluer le grand oral bénéficieront d'une formation. On a parlé plusieurs fois d'équité. Donc pour savoir comment évaluer cette épreuve, en fonction des textes officiels, en fonction du contexte particulier de cette année. Voilà, on sera amené donc dans un second temps dans l'année à vraiment poser un regard sur la mise d'une note sur 20 sur cette évaluation. Alors à propos de cette grille, j'y reviens juste après. Le jury, donc 2 professeurs de disciplines différentes, donc c'est une obligation. Un professeur d'une des 2 spécialités de l'élève et l'autre professeur, alors ça peut être la 2e spécialité, ce sera peut-être ce qui sera privilégié, mais vu le nombre d'élèves qui passeront ce grand oral, on aura aussi d'autres professeurs d'enseignement autres que spécialité, professeurs documentalistes par exemple.
Alors, si un élève présente une question qui est, allez, par exemple, une question de SVT, forcément, il y aura un professeur de SVT, bien sûr. Ouais. Dans l'évaluation, on va évaluer la capacité de l'élève à savoir expliciter, vulgariser, etc. Donc, ça va être important d'avoir un professeur qui, justement, n'est pas spécialiste. On en a déjà un petit peu parlé. Il faut le spécialiste qui permet de voir s'il y a une appropriation fine et précise, et un autre qui va être capable de voir si l'élève c'est vulgarisé, c'est explicité. Alors, à propos de ce binôme d'évaluateurs, le fait d'être deux, on a aussi quelques questions sur pourquoi deux avec toutes les missions qui sont déjà les nôtres. On a quand même une épreuve coefficient 10 au baccalauréat, un double regard permet d'éviter une approche subjective et garantit une note juste. Les évaluateurs vont noter ce qui concerne à la fois le fond et la forme, dans un temps quand même assez contraint. Donc, ça sera quand même intéressant d'être à deux. Et l'évaluateur non spécialiste, lui, il va particulièrement poser des questions pour amener le candidat à éclaircir son propos. Et il va pouvoir se concentrer aussi davantage sur tout ce qui est forme de la prestation. Alors, cette grille que vous avez, je pense, déjà vue, non, pas. Alors, il y a des oui et des non. Donc, elle prend en compte 5 items. Donc, qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole, qualité des connaissances, de l'interaction, et puis de la construction de l'argumentation. Cette grille là est lisible, donc je passe très vite, mais juste pour vous montrer que pour chacun de ces 5 items, on a, comme c'est le plus souvent maintenant dans les concours ou examens, on a un curseur sur 4 niveaux. Ce qui nous intéresse là, c'est en fait le niveau 4, le niveau très satisfaisant que vous avez là sous les yeux. Donc, c'est à partir de cette grille indicative que collectivement dans l'académie, on va définir comment noter l'élève le jour J. Mais c'est aussi à partir de cette grille que vous allez pouvoir montrer les attendus aux élèves et les utiliser en formation. Alors, à la fois cette année pour les élèves de terminale, mais aussi voir comment l'utiliser avec les élèves progressivement pour certains items de la seconde à la terminale. Alors, à partir de cette grille, oui, bien sûr, on va évaluer un ensemble. Dans quelques retours que l'on a eus, j'ai même eu deux propositions de passage de cette grille à une note, avec en fait 4 points sur chaque. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'un élève qui est très bon, sur la forme, qui aura beaucoup de bagou, qui sera très bon dans la fluidité de son discours, l'argumentation, etc., mais qui ne maîtrisera aucune connaissance et qui n'aura aucun fond, si on avait une application très mathématique, il pourrait avoir 5, 10, 15 points ou 16 points. Donc, bien sûr, non, on ne va pas en faire une application quantitative. Ça va être des points de repère essentiels pour l'instant, à cet instant de l'année, pour former les élèves, mais on ne va pas utiliser cette grille pour en faire un barème. Beaucoup d'inquiétudes sur... on va peut-être aller seulement sur de la forme et ça ne va pas être une épreuve exigeante au sens pas intéressante. Non, on est vraiment sur une association des deux. Donc, comme on l'a déjà dit, comment passer de cette grille à l'évaluation le jour de l'examen. Donc, il y aura une formation académique via l'ADEC en cours d'année. Donc, cette grille nous intéresse pour former les élèves. Alors, vous pouvez, dans un premier temps, et on vous y incite
à la montrer, à la fournir aux élèves. Hein. C'est un élément important de leur formation au grand oral. Ça leur donne un aperçu de toutes les compétences à travailler. Ouais. C'est important à la culture commune à toutes les disciplines, mais y compris les disciplines hors spécialité. Ça peut permettre de voir à chaque discipline quelles compétences au sein de son enseignement elle est amenée à travailler, ce qu'elle peut déjà apporter dans le développement de toutes ces compétences. Ouais. Et ensuite, dans un second temps, pour travailler au sein de chaque spécialité avec les élèves, il peut être intéressant de l'adapter, de la retravailler avec les élèves, puisque au sein des enseignements, par exemple, on ne va pas effectuer une argumentation de la même façon en philosophie et en mathématiques, par exemple. Donc, pour voir au sein de sa discipline et avec sa culture disciplinaire, comment on peut adapter cette grille. Ce qui peut être vraiment intéressant pour former l'ensemble des élèves, c'est qu'ils se l'approprient, qu'ils soient capables d'aller vers une évaluation vraiment formatrice, de s'auto-évaluer, d'évaluer leur pairs. Et donc ça peut être fait bien sûr au sein de l'ensemble des disciplines. Ouais. Dès maintenant, ce n'est pas forcément en préparant au grand oral, hein, c'est au sein de vos enseignements habituels. Oui, vas-y. Une précision là-dessus, parce que ça me semble fondamental, et j'arrive à avoir un petit œil quand même sur le chat là-bas au fond, et j'essaie de répondre aussi à quelques remarques plus ou moins appuyées. La question est de savoir de combien de temps dispose-t-on ? Mais pour faire quoi exactement ? Pour préparer le grand oral ou pour travailler l'oral avec les élèves ? Parce que si c'est pour préparer le grand oral, c'est les heures de spécialité notamment. Si c'est pour préparer que le grand oral, ça interroge toujours sur les finalités du lycée. Est-ce qu'on a fait un grand oral pour faire valider un certain nombre de compétences, sachant que durant 20 minutes, il y a plein de compétences que le candidat ne pourra pas mettre en évidence ? Ou est-ce qu'on a fait un grand oral simplement pour préparer au grand oral ? Vous savez bien qu'on est dans un système, je dis les choses très simplement, hein, qui est guidé par les examens. Ça veut dire qu'à partir du moment où le grand oral existe, il va y avoir des grands oraux. Mais ce n'est pas tant les grands oraux qui nous intéressent que la place de l'oral au quotidien. Parce que je vois passer quelques informations sur le temps dont on dispose pour préparer en plus au grand oral, en plus des programmes. Mais il n'y a pas d'en plus des programmes. On a effectivement tout simplement, je voulais le dire parce que ça passe maintenant, on a tout simplement des enseignements qui sont des enseignements qui, compte tenu des enveloppes horaires, permettent de travailler des dispositifs différents d'oral, mais qui ne sont pas tous présents dans l'épreuve du grand oral. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un professeur ait choisi de travailler un exposé problématisé. Le grand oral n'est pas tout à fait un exposé problématisé. Une plaidoirie, la plaidoirie n'est pas tout à fait le grand oral non plus, vous l'avez vu. Donc c'est ça la question, c'est de savoir comment un certain nombre de compétences sont reflétées, se retrouvent dans un examen qui s'appelle le grand oral et pour lequel il fallait évidemment faire un choix. Voilà. Et simplement pour revenir, Sabine, à ce que disait ma collègue avant, la grille d'évaluation, c'est une proposition qu'on vous fait, mais j'ai envie de dire, c'est vous qui ferez le choix en conseil pédagogique et puis sous le pilotage de vos chefs d'établissement, c'est que cette grille d'évaluation n'arrive pas trop tard pour les élèves. Parce que plus elle arrivera tard, plus elle sera sacralisée. En revanche, si le plus tôt possible dans la scolarité en lycée, les équipes peuvent réfléchir à des éléments à l'intérieur de la grille que l'on peut convoquer dans telle ou telle discipline pour que le candidat s'approprie cette grille progressivement, alors je pense qu'on pourra arriver à un moment où, tout au bout de la scolarité en lycée, le candidat aura vraiment, sera bien imprégné des éléments qui sont dans cette grille. Sinon, le danger, évidemment, c'est de déclencher la grille uniquement dans une situation d'examen. J'espère qu'on va m'entendre cette fois-ci. Vous parliez du temps disponible pendant les heures de spécialité. En mathématiques, par exemple, nous nous demandons encore comment nous allons faire pour préparer nos élèves à l'épreuve du mois de mars. Ça paraît difficile d'imaginer qu'on ait du temps pour faire des préparations spécifiques pour le grand oral. Même si au quotidien, on travaille l'oral comme on travaille l'écrit. Madame, vos élèves préparent l'oral
avec d'autres disciplines et dans d'autres situations pédagogiques. Ça veut dire qu'un élève qui abandonne une spécialité en fin de première, est-ce qu'on va considérer qu'il n'y a aucun intérêt pour lui à travailler l'oral dans cette spécialité ? Ou est-ce qu'on considère qu'il va travailler l'oral dans cette spécialité même s'il abandonne parce qu'il va développer des compétences qu'il pourra réutiliser dans la spécialité qu'il conserve ? C'est la question. Donc évidemment, j'entends bien ce que vous dites. Je ne peux pas, si vous voulez, répondre à une question qui porte sur une spécialité précise qui n'est pas dans mon champ d'intervention. Donc je veux pas, comprenez que je vais rester assez prudent. Mais si je prends le cadre de la spécialité que je connais le mieux, un professeur d'histoire-géographie en terminale assure 6 heures de spécialité. Il a un tronc commun de 3 heures. Et il fait de l'EMC très souvent à hauteur d'une demi-heure semaine. Il a les élèves de terminale à hauteur de 9h30 par semaine. 9h30 par semaine, ça veut dire qu'il est, lui, seul à former ses élèves de terminale sur plus d'un tiers ou un tiers de leur temps de travail, de leur semaine. On peut considérer que cette situation est nouvelle et qu'on a rarement eu une influence aussi forte et une présence aussi forte devant élèves pour le cas que je vous donne. Ce cas-là ne se répète pas de la même manière, peut-être dans d'autres disciplines, j'en suis conscient. Mais ça veut dire que le temps existe. Simplement, si on ne le prend pas là, ce temps, on pourra difficilement le prendre ailleurs. Et vous avez bien entendu et bien compris, c'est une vraie difficulté. On ne dit pas que c'est facile, hein, surtout cette année. On a bien entendu ce que vous dites qui est fondamental. Le danger, la difficulté, si vous voulez, c'est de considérer que comme l'écrit est passé, maintenant on peut passer à l'oral. Évidemment, à ce moment-là, on va se retrouver avec 2 mois. Je dis 2 mois, je n'ai pas fait le calcul exact, pendant lesquels on va faire de l'oral et de l'oral. Et ça peut être une difficulté. Oui, alors disons que de fait, je peux parler pour les mathématiques. La préparation risque d'être spécifique, Sabine le disait tout à l'heure. Hein, il y a une façon d'exposer des mathématiques à l'oral ou de l'informatique. Et il est vrai que nous sommes complètement dans l'impossibilité de préparer quoi que ce soit avant le mois de mars. C'est une évidence, mes collègues n'arrêtent pas de le dire en cascade. Nous avons cette réelle difficulté. Que faisons-nous ? On parle trop fort, c'est ça ? Vous êtes actuellement dans une période où vous ne voyez pas vos élèves aussi souvent et vous ne pouvez pas être aussi efficace malgré tout le travail que vous faites que si vous les aviez 6 heures en présentiel tout le temps. Hein, on le sait. Et pourtant, cette épreuve va avoir lieu, comme disait David tout à l'heure. Si un élève ne commençait à réfléchir et à étudier, à travailler sa question qu'au mois de mars, ça serait extrêmement court pour qu'il s'approprie bien le fond pour pouvoir passer également à la forme. Hein. Alors, sur la partie travailler l'oral, bien sûr, ça ne peut pas être en plus d'eux, mais il faudrait essayer de trouver des moyens pour faire de l'oral une modalité de cours qui se substitue à d'autres. Alors, comme en mathématiques, j'ai l'exemple en tête du DM de maths en 180 secondes que fait par exemple un lycée. Il y a quelques évaluations écrites qui peuvent peut-être être remplacées par des évaluations sous forme orale. Il y a des collègues de différentes disciplines autres que les disciplines qui en ont l'habitude, comme les langues, qui commencent à demander à proposer aux élèves de faire des exercices, des entraînements en s'enregistrant, par exemple. Voilà. Alors bien sûr, on n'a pas de baguette magique pour vous dire comment faire de manière très facile et voilà, donc on est bien conscient que c'est particulièrement ambitieux cette année et on a beaucoup de retours sur vos inquiétudes et les élèves inquiets. Ouais. Alors le fait qu'il y ait des exercices au choix au baccalauréat, mais bon, on va pas aller longtemps sur ce sujet parce que l'heure tourne et c'est pas l'objet, mais ça peut permettre de... Vous savez, à toute solution, une difficulté. On nous a répondu, par exemple, que le fait qu'à l'écrit, ils aient du choix va être plus long pour se déterminer sur le choix. Donc on voit bien qu'on n'a jamais une réponse qui satisfait tout le monde. Et on peut le comprendre. Peut-être que... Alors, ce qui peut aider, oui, par rapport au choix des questions, ouais, peut-être que cette année, vous allez guider les élèves vers des choix de questions moins ambitieux, moins compliqués, moins difficiles que... pour des élèves qui vont déjà avoir une idée précise, peut-être en fin de première ou en début de terminale. Voilà,
une piste. Oui. Non, je voudrais confirmer les propos de ma collègue dans une autre, une autre discipline. Et je partage entièrement ce qu'elle dit. Et ce n'est pas réservé à la physique-chimie et aux mathématiques. Donc c'est cette lourdeur des programmes avec des épreuves qui ont lieu au mois de mars. Donc finalement, dans quelques semaines après le mois de janvier. Après, effectivement, faut essayer de trouver des solutions. Alors on a tous... Moi, je tâtonne sur l'oral. C'est pas ma spécialité, du tout, absolument pas. Moi, je m'exprime à l'oral et j'essaie de faire parler, Premier problème qu'on a rencontré en début d'année, dans les spécialités, nous avons une mixité de classe et donc des élèves qui ne se connaissent pas, non pas les quelques premiers jours, mais les quelques premières semaines. Et prendre la parole devant un public que vous ne connaissez pas, c'est délicat. Pressé par les programmes, je donne la parole à un élève et puis je reprends la parole parce que le temps passe. J'ai testé pendant le confinement l'oral sur mon bureau numérique, c'est-à-dire un travail à rendre à l'oral, une contrainte, 1 minute, 1 minute 30. Je pensais à moi d'abord, c'est-à-dire soulager mes yeux et la correction de copies numériques, c'était affreux, j'en avais marre de passer du temps. Et là, j'écoute mes élèves et je prends des notes et je leur donne des conseils et j'évalue. Et c'est très agréable pour moi qui ne suis pas professeur de langue, donc je n'ai pas l'habitude de recevoir des oraux d'élèves. Ça marche en physique, c'est pas la solution miracle, mais voilà, on disait, essayons de trouver des solutions. J'ai refait cette année avec les terminales et je suis surpris par la qualité du travail. Ils sont chez eux, ils répètent, etc. Donc c'est pas tout à fait le grand oral, on est bien d'accord. Mais c'est une autre contrainte, c'est parler devant un micro alors que personne n'est là pour vous écouter et on vous écoutera plus tard. Voilà, il faut essayer de trouver, je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus, sur comment travailler l'oral, en règle générale. Dès la seconde, ça je suis d'accord, le temps long. Et puis, sur l'importance de l'oral, dans la vraie vie, les premières rencontres, qu'elles soient professionnelles, personnelles, voire très personnelles, je crois qu'elles se font depuis un certain nombre de décennies, essentiellement à l'oral. Donc, effectivement, c'est important. Et voilà. Bon. Oui, merci, effectivement. Ça nous fait une transition, du coup, vers le troisième point, puis on prendra les questions après. Mais effectivement, on sait bien que c'est difficile cette année. Si on n'en était pas nous-mêmes convaincus, par exemple, on ne vous aurait pas convié aujourd'hui à cette 1h30, alors que vous avez justement vos élèves que vous ne prenez pas en charge à ce moment-là et que ça vous demande, vous aussi, du temps supplémentaire. C'est parce qu'on sait que c'est difficile et c'est pour essayer de vous donner des pistes à la fois personnelles et des pistes au sein de vos établissements. Alors, on a dit qu'on allait tenir le timing, donc on va essayer d'être... succinct, peut-être en quelques minutes pour garder un peu de temps pour les questions. Bon, on va être succinct, vous le voyez, sur une partie qui est fondamentale, mais vous aurez ces éléments de toute façon, qui est donc l'accompagnement des élèves dans cette préparation. Alors, la préparation, effectivement, et ce que vous venez de dire, monsieur, je pense rejoint tout à fait cela, est une préparation sur un temps long. Donc, une maîtrise, effectivement, du fond scientifique, une maîtrise de certaines compétences, et puis l'explication d'un cheminement. L'accompagnement, on l'a dit également, tu peux avancer d'une diapositive. L'accompagnement du choix des questions. Alors, on va un tout petit peu s'arrêter sur ce point-là, et encore une fois, on est un peu désolé, enfin on est désolé, non, mais peut-être que certaines disciplines se reconnaîtront un peu moins dans ces termes-là, peut-être. Le texte dit clairement qu'il faut privilégier les questions qui sont des questions vives. Alors évidemment, quand on est dans les sciences humaines, ou des sciences humaines et sociales, les questions vives, c'est quelque chose qui est assez naturel. On trouve d'ailleurs comme définition, parfois, des questions socialement vives, et j'ai même trouvé des questions socialement vives environnementales. C'est vous dire si les disciplines réfléchissent aux questions. Alors là, pour le coup, les SVT sont venus un petit peu entrer dans le champ des sciences humaines, mais on les accepte volontiers. Alors, des questions qui mobilisent et qui divisent. Donc, qui mobilisent et qui divisent, ça veut dire des questions assez clivantes. Tout à l'heure, on parlait de ce qui singularise cette épreuve par rapport au TPE. Vous me direz si vous avez cette expérience-là. Mais moi, l'expérience que j'avais des TPE, c'était des TPE qui parfois étaient très intéressants, très originaux. Et puis parfois, on tombait dans quelque chose qui était non pas affligeant, ce serait pas sympathique pour des candidats qui essaient de faire de leur mieux, mais qui était vraiment pas bon. Et qui n'était pas bon tout simplement parce que le candidat ne s'était pas engagé dans le sujet. C'est-à-dire que le candidat avait récupéré effectivement une problématique
qu'il avait constitué avec plus ou moins l'aide du professeur, voire même la problématique de son professeur. Mais vous savez très bien que quand vous faites une problématique, si on vous demande de porter demain une problématique qu'on vous impose, vous ne la porterez pas oralement correctement. Parce que ça n'est pas une question qui a soulevé votre sensibilité. Et donc, il faut véritablement privilégier ces questions vives qui seront exprimées de manière très maladroite probablement par quelqu'un qui a 17 ans, mais qu'ensuite on va essayer d'affiner en termes de production. Je pense réellement que là, on touche à quelque chose de fondamental. Si ce lycée tel qu'il existe là peut préparer au post-bac, je crois que c'est d'abord un lycée qui vise à formuler de bonnes questions plutôt qu'à accumuler des réponses qu'on m'impose. C'est-à-dire que c'est véritablement la posture de réflexion de l'élève qui va faire qu'il va être armé ou pas pour le post-bac, et pas l'accumulation des réponses. Voilà. Alors, en disant ça, je ne règle pas la question des programmes pour lesquels il y a des remarques sur la lourdeur des programmes. Mais je pense, sans avoir lu tous les programmes, qu'on privilégie en général quand même le questionnement, la problématisation et la réflexion. Sinon, ce ne sont pas des programmes de lycée. On a ici aussi des éléments et des exemples qui sont des exemples de questions avec une interrogation à la fin, et qui, vous le voyez, peuvent croiser. Alors, vous les reconnaîtrez, hein, certaines sont sur une spécialité et d'autres sont transversales à 2 spécialités. Hein. On est très très prudent, et vous le comprenez, même si vous avez en ligne sur le national aussi des propositions, on est très prudent sur la proposition de questions. Tout simplement parce que vous le savez bien, et c'est la 3e fois que je fais référence au TPE, l'expérience TPE montre que si on commence à mettre en place une série de questions, ce sont ces questions que l'on va peut-être proposer aux élèves. J'étais le premier à le faire, donc je m'en souviens très bien. Donc attention à ce risque-là, laissons construire aussi aux élèves ces questions en fonction de leurs préoccupations pour qu'ils puissent véritablement s'engager dans la question. Ce n'est pas tant la qualité d'une réponse qu'on va évaluer. Alors, si on s'arrête là, il va y avoir des réactions, hein, tout de suite. Mais ce n'est pas tant la qualité d'une réponse que l'on va évaluer que la démarche intellectuelle et le cheminement personnel de l'élève. Et c'est véritablement ce qui fait qu'il va pouvoir porter une question pour laquelle, encore une fois, alors moi je viens des sciences humaines, quand on me dit question socialement vive, je suis incapable de vous donner une réponse. Alors, il y en a quelques-unes, quand je vois, ce n'est pas dans ma spécialité directement, encore que si on arrêtait la viande pour sauver la planète, point d'interrogation, je vois tout de suite que voilà, je m'engagerai fortement, mais j'attends de voir comment le candidat attrape une question comme cela, attrape une question dans le sens où comment il en fait un objet intelligemment discuté, et non pas comment il se positionne clairement. C'est aussi à un moment où on parle beaucoup de réponses toutes faites que l'on peut trouver dans d'autres milieux que celui de l'école, de réponses simples, de choses simples, d'une simplicité du monde. Je pense que ça veut dire que l'école continue de porter la complexité du monde. Et si on propose une réponse simple, alors on se positionne dans la posture de ceux qui sont les ennemis de l'école publique. Donc c'est véritablement l'éducation à la complexité, et je pense que cette épreuve peut porter ce beau projet. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, la problématique, ça peut être une question, mais pas forcément. Donc là, vous avez vu, ce sont bien des questions. Et à partir de là, à partir de ces questions, le candidat soulève d'autres questionnements. Hein, ça pourrait être aussi ça, cette première partie. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif à accompagner les élèves, encore une fois, à soulever des questions pertinentes et pas forcément à faire une série d'éléments qui seraient des éléments de réponse à une question, qui seraient des réponses définitives. Hein, ça peut être un élément d'accompagnement important. Alors, quelques mots pour l'aide au choix des questions. Hein, et donc, en ces temps très, très contraints, où il est donc quand même essentiel de ne pas attendre, surtout pas attendre le mois de mars pour lancer des pistes aux élèves. Alors, un groupe de travail, le groupe de travail académique sur le grand oral comporte notamment des professeurs de toutes les disciplines. Et donc, ils sont en train d'effectuer des différentes propositions qui vous arrivent progressivement via vos ressources disciplinaires, qui sont par exemple des propositions de documentaires, de lectures, de discussions, de films,
qui permettent de donner des pistes aux élèves. Alors beaucoup plus basiquement, présenter les différents thèmes du programme à venir en terminale, si ça n'a pas été fait, va aussi donner des pistes aux élèves. Certains enseignants ont choisi aussi de proposer une foire aux questions, en fait, on va dire une boîte collective où les élèves qui ont des questions socialement vives qui leur viennent à l'esprit, la mettre dans cette boîte qui peut ensuite donner des idées aux autres. Bon, on a bien insisté sur la vigilance à donner à l'élève seulement un choix parmi une liste. On en a bien parlé, même si cette année, on est en temps très contraint, donc il va falloir essayer de faire au mieux en ces temps contraints. Mais il est vraiment important que l'élève choisisse un sujet, puis une question qui lui plaise, et éviter ce qu'on avait aussi parfois avec les TPE, où on choisit plutôt le groupe d'amis avec lesquels on va travailler, plutôt que la question. Là, on est vraiment dans un domaine vraiment différent cette année. Comment concilier... Excuse-moi Sabine, juste une remarque. On a un collègue à l'université de Lorraine qui s'appelle Jérôme Dinet, qui travaille sur des questions de sociologie et qui fait le constat depuis plusieurs années que quand on constitue des groupes d'élèves, y compris pour préparer un grand oral, il y a 2 situations qu'il faut éviter. C'est les situations d'hostilité et c'est les situations de trop forte empathie. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir véritablement une situation qui mobilise un groupe, il faut que les élèves n'aient pas grand-chose d'autre à se dire que ce sur quoi ils ont à travailler. Et c'est ce qui semble fonctionner le mieux. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, pour concilier cette année à l'enseignement de spécialité et la préparation au grand oral, alors on a parlé déjà de quelques pistes. Donc essayer de multiplier les temps dédiés à l'oral dans le cours, en spécialité, mais pas que en spécialité, en essayant que ce ne soit pas en plus d'eux, mais en faisant autrement. Essayer d'utiliser la grille comme élément d'évaluation, d'auto-évaluation, pour amener les élèves à être actifs dans leur apprentissage. Alors, je vois l'heure, donc j'essaye d'accélérer. Question concernant les groupes. Donc, on rappelle que les élèves peuvent bien travailler en petits groupes avec toute la vigilance que tu viens de donner. Ça peut être aussi un moyen en temps contraint d'aider les élèves à travailler avec cette certification qui sera forcément individuelle. L'organisation dans l'enseignement de spécialité, on en a aussi déjà un peu parlé. On avait eu beaucoup de questions en amont sur comment fait-on dans les 6 heures de spécialité. Est-ce que c'est 1 heure par semaine? Est-ce que c'est 6 heures? Est-ce que c'est une semaine dédiée? Est-ce que là, on répète, vous avez absolument toute liberté. Il y a aussi des spécificités disciplinaires qui font que, mais c'est important qu'il y ait des moments dédiés où les élèves vont savoir que au sein des heures de spécialité, tel jour, ils vont pouvoir avoir un moment privilégié avec le professeur pour parler de sa question, pour l'aider à la délimiter par exemple, pour l'aider à lui donner des pistes de réflexion. Donc ça, c'est vraiment au sein de l'enseignement de spécialité. Les remarques ou questions concernant comment allons-nous faire dans nos emplois du temps pour trouver des créneaux en dehors d'eux, non, c'est bien au sein des enseignements de spécialité. Ça peut être aussi d'aider l'élève et le guider vers des visites de labos, de ressources documentaires, etc., etc. Le debout sans support, donc qui peut être une difficulté dans certaines disciplines. Là aussi, soyons progressifs en développant la confiance de l'élève. Déjà, lui apprendre à travailler et à oser parler devant quelques camarades avant, bien sûr, lui imposer de parler tout seul 5 minutes devant toute la classe. Tous les travaux coopératifs dans la classe peuvent aider à faire travailler les compétences orales. Ce qui peut être aussi réfléchi dans vos établissements, que ce soit en équipe disciplinaire, mais aussi
en transversal, c'est d'essayer de voir la progressivité. Pendant combien de temps on va laisser un support écrit, lequel, comment amener l'élève progressivement à avoir de moins en moins de notes pour préparer son exposé, puis jusqu'à une absence de support. Essayer de valoriser ce dont vous parliez tout à l'heure, les auto-enregistrements, tous les moyens numériques actuels qui peuvent aider un élève à s'entraîner et à progressivement prendre confiance. On a aussi parlé de l'importance des 20 minutes de préparation à gérer. Donc ça, c'était une de vos questions tout à l'heure, qui peut faire partie des éléments de réflexion en équipe. Oui, la progressivité donc, de l'apprentissage. Alors, on a mis de la seconde tout à l'heure. Vous avez dit de la seconde au moins pour faire le continuum. On ne fera pas tout cette année, mais vous voyez bien qu'on est en train de semer des éléments pour les années à venir. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le fait qu'on peut compter sur nos collègues de collège aussi. Et ils méritent qu'on compte sur eux. Parce que, non, je vois certaines personnes réagir un peu. Pour moi, c'est fondamental. Si on considère qu'on entre en seconde et qu'on démarre un nouveau monde et qu'il ne s'est rien passé avant, on passe à côté professionnellement de quelque chose qui, moi, me semble poser vraiment problème. C'est-à-dire que les élèves de seconde que vous recevez passent, sauf l'an dernier, puisqu'ils ont vécu une année particulière comme vos lycéens, par une soutenance orale au DNB. Cette soutenance orale vaut pour 100 points sur les 800 points du DNB. Sans entrer dans des calculs trop savants, ça veut dire que le poids de la soutenance orale du DNB est plus important que le poids du grand oral, qui compte pour 10%, alors que j'ai dit 100 points sur 800 points. Ça veut dire que cette soutenance orale du DNB, on vous encourage évidemment à aller voir quelle est la grille d'évaluation. Elle est très intéressante, cette grille d'évaluation, parce qu'elle vous montre quel est l'esprit d'un oral du DNB par rapport à un grand oral du bac. Et vous verrez, et je réponds aussi à certaines questions du chat, que la grille du DNB est organisée en 2 parties, 50 points pour la maîtrise de l'expression orale et 50 points pour la maîtrise du sujet présenté. Vous avez vu comme elle est très différente de la grille que ma collègue vous a présentée tout à l'heure, qui sans arrêt pour le bac croise contenu et forme. Alors que pour le DNB, il y a une réelle différence entre les deux. Est-ce que l'élève est capable de participer de façon constructive aux échanges oraux? C'est sur les premiers 50 points. Est-ce que l'élève est capable de construire un exposé de quelques minutes? C'est sur la maîtrise du sujet. Et donc on a une différence ici qui me paraît importante. Et quand vous accueillez vos élèves de seconde, ça peut être intéressant, quand ils ont vécu cette expérience, donc évidemment pas les élèves de seconde de cette année, de pouvoir leur dire, appuyons-nous sur ce que vous avez fait à l'oral du DNB pour travailler un peu sur cette orale. Et puis deuxième élément, encore une fois, les retours qu'on a sur le chat et puis les questions que vous pouvez avoir montrent que si on aborde cette question, si on est là tous les deux, et on pourrait être plus nombreux encore, on l'a été en réflexion en collège, si on aborde cette question du grand oral seul, en pensant que cet oral ne peut être réussi que parce que ça passe par notre discipline, alors on n'aura pas le temps. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les épaules suffisamment larges pour les préparer. Il va falloir qu'on soit solidaires et qu'on soit ensemble dans ce travail. Et sur le jury notamment, j'ai vu passer quelques éléments qui moi, m'interrogent. Vous comptez quand même sur l'expertise de vos collègues pour pouvoir évaluer une qualité d'une prestation, même quand ils ne sont pas spécialistes d'une discipline, je l'espère. Parce que sinon, ça veut dire que c'est une discussion qui doit avoir lieu entre mon élève et moi, parce qu'on est 2 spécialistes de la discipline. L'élève n'est spécialiste de rien, excusez-moi. Il est en formation, et il va devoir se faire comprendre, y compris par un non-spécialiste. Et c'est tout l'intérêt. C'est qu'il va devoir adopter une posture qui lui permet d'être suffisamment pédagogue pour vulgariser son propos, et pour qu'un professeur documentaliste, qui est quelqu'un d'expert en recherche, puisse le comprendre, mais qui n'est pas quelqu'un d'expert peut-être en géopolitique. Mais enfin, vous voyez bien que là, il y a une question d'estime des uns et des autres, de confiance mutuelle pour dire je peux m'appuyer aussi sur mon collègue qui, même s'il n'est pas spécialiste, va sûrement repérer des éléments qui me permettra d'évaluer la qualité d'un oral. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis enfin, je voulais dire sur ce point-là, de long parcours, il existe, je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement moral et civique. Cet EMC, cet enseignement moral et civique, est enseigné à hauteur d'une demi-heure semaine. C'est pas beaucoup. 1h15, mais 1h15 pendant lesquelles les élèves sont évalués sur des compétences civiques. Et parmi ces compétences civiques, je ne vous en cite qu'une dans le programme de l'EMC, sachant que l'EMC n'est pas qu'enseigné par les historiens géographes, vous le savez bien en lycée.
S'exprimer en public de manière claire, argumentée, nuancée et posée, savoir écouter et apprendre à débattre, respecter la diversité des points de vue. Il me semble que ces objectifs-là ne sont pas très éloignés non plus du grand oral du baccalauréat. De l'EMC, et puis ce sera notre dernière diapo. On peut donc élargir à l'ensemble des disciplines et voir sur le cursus les 3 années du lycée, effectivement, toutes les disciplines, toutes les modalités, tous les moyens d'aider les élèves à développer leurs compétences orales progressivement. Alors, un exemple parmi tous ceux qui peuvent être construits en établissement, hein, par exemple en seconde, nous avons maintenant depuis cette année des tests de positionnement à l'oral qui sont proposés et qui peuvent être très intéressants pour débuter l'année avec les élèves. Pourquoi pas des temps forts avec des rencontres de professionnels, que ce soit des comédiens, des avocats, etc. Voilà. En première, peut-être prendre encore davantage appui sur les professeurs de lettres, sur le type de compétences orales qu'ils font acquérir à leurs élèves. Et en terminale, peut-être aussi prévoir des moments dédiés. Donc là, bien sûr, on est sur un temps long hein, pour les années à venir, avec pourquoi pas des rentrées sous le signe de l'éloquence, des moments de grand oral blanc formatif, d'évaluation par les pairs, par exemple, qui pourraient conduire les élèves vers la réussite à cette épreuve. Avant de répondre encore à une ou deux questions si besoin, alors nous avons donc dans l'académie un groupe de travail sur le grand oral. Hein. Vous avez sous les yeux le groupe de pilotage hein, qui est accompagné d'IAIPR et de professeurs de toutes les disciplines, donc qui sont à l'écoute de vos questions et qui sont en train de concevoir des ressources et formations en réponse à ces questions. Hein. Donc n'hésitez pas à continuer à faire remonter vos questions via que ce soit vos IPR disciplinaires, chefs d'établissement, formateurs comme vous le souhaitez. Il y a également un parcours d'auto-formation de 4 heures sur Magistère qui est disponible pour présenter et voir comment former les élèves au grand oral. Plus, et là aussi je suis sur du moyen terme, enfin court et moyen terme des formations académiques à la préparation du grand oral, qu'elles soient disciplinaires ou transversales, et des stages transversaux hein, dédiés aux compétences orales qui sont depuis plusieurs années vraiment de plus en plus nombreux. Et ça peut être aussi intéressant en équipe de voir qui peut se former davantage à quoi en vue de former collectivement au mieux les élèves. Ouais. Alors, on a dit que le grand oral devait durer 20 minutes et nous devions terminer à 17 heures. Donc, nous allons devoir conclure. Hein. Si tu veux, je pense qu'il y a des collègues qui avaient des conseils de classe. Donc, bien sûr, on ne les retient pas. Et on propose de prendre quelques questions dans la salle et puis d'arrêter ensuite. Ok. Ouais. Donc pour ceux d'entre vous qui nous quittent pour conseil de classe ou autre, on vous remercie de votre présence. On espère qu'on a pu être éclairant sur au moins quelques éléments. Et puis bien sûr, on reste à l'écoute pour les questions à venir. Et donc ceux qui peuvent rester, on prend vos questions. Dans les messages, beaucoup d'inquiétudes portaient sur la question de l'évaluation des compétences. Est-ce que vous pouvez donner un éclairage par rapport à l'évaluation des compétences? Le jour de l'épreuve, je veux dire. Oui. Tu reprends la grille, c'est ça? Je vais prendre, si j'arrive. Désolée pour cet instant. Alors, donc cette grille, hein, c'est celle que l'on vous a présentée tout à l'heure.
précisant simplement ce qui relève du fond et de la forme, et où on voit que sur chacun des 5 items, on a à la fois du fond et de la forme. Et donc peut-être qu'à certains moments, on peut faire travailler davantage les élèves sur certains éléments formels, sur d'autres simplement sur des éléments de fond. Donc là, en termes de formation, hein, quand on est sur un travail sur l'argumentation, elle peut bien être travaillée à l'écrit comme à l'oral, par exemple. Ouais. Sur ce qui est maintenant évaluation le jour J, si votre question, j'ai peut-être mal ciblé votre question, c'est que fait-on avec cette grille le jour de l'évaluation finale, c'est ça? Mais en fait, certains collègues apparemment se demandent est-ce qu'on peut vraiment évaluer des compétences, comment fait-on, et même certains remettraient en cause la réalité des compétences. Voilà, donc, j'aimerais vous poser du coup une autre question. Où sont les compétences pour vous par rapport au reste alors dans la grille? Pour moi, personnellement, elles sont très importantes parce que moi, j'enseigne la musique au lycée. Oui. Donc moi, j'évalue beaucoup par compétences. Oui. Et comme mes élèves choisissent une spécialité et ils ne seront pas tous forcément musiciens professionnels, donc je mets tout à fait en avant le travail d'acquisition de compétences dans les travaux qu'on fait dans le cadre de l'enseignement de la musique. Oui, donc on est bien d'accord pour dire que si on s'appuie sur la grille, puisque c'est notre référence, on n'a pas quelque chose qui relèverait uniquement des compétences et d'autres choses qui relèveraient d'un autre nom. On est sur un ensemble de compétences qui sont proposées. Et l'intérêt d'avoir un jury qui est en binôme, c'est justement un jury qui est capable d'identifier des, on l'appellera compétences, capacités, aptitudes, à pouvoir s'adapter à une situation d'oral qui va au-delà justement du fond uniquement disciplinaire ou scientifique de ce qui est traité. Donc là-dessus, on est bien d'accord. On a finalement une grille qui est totalement basée sur les compétences, me semble-t-il, oui, totalement sur les compétences. Et quand on dit, vous le savez bien, hein, par rapport à votre discipline, quand on dit connaissance réelle, en fait, c'est plutôt une interaction de connaissances, d'aptitudes, de savoir-faire. C'est peut-être un peu le désaccord, monsieur, tout à l'heure, avec l'exemple que vous donniez de votre médecin, si je peux me permettre, mais bon, ça, c'est une question de sensibilité personnelle. On peut avoir besoin d'un médecin qui est très, très compétent techniquement, mais on peut avoir aussi à un moment besoin psychologiquement d'un médecin qui est très fort pour vous soutenir et pour, en termes d'empathie et en termes de compréhension de qui vous êtes. Ça, je pense qu'on est là sur une compétence qui est une compétence, pour le coup, qui est totalement transversale et qui fait que vous pouvez reconnaître des aptitudes d'un élève et d'un candidat au-delà de ce qu'il aura uniquement dit dans la première partie sur le fond disciplinaire, effectivement. Voilà, je ne sais pas si c'était le sens de votre question. La question ne portait pas par rapport à ma discipline, je me faisais porteur d'inquiétudes que j'ai vues de la part de collègues, peut-être dans des disciplines où c'est peut-être moins évident. L'inquiétude porte sur l'identification des compétences ou sur le mot compétence, parce que là, on va pas, voilà, non, mais vous voyez bien, je pense pas que l'objet sera de pouvoir travailler sur les compétences en 1 ou 2 minutes, là, maintenant, ça me paraît un peu compliqué. Après, il va y avoir encore une fois, comme l'a dit ma collègue, un travail d'appropriation disciplinaire qui me semble important. Vous comprenez que c'est pas parce qu'on vient aujourd'hui faire un discours un peu large qu'on considère que pour tout le monde c'est pareil. Nous avons des identités disciplinaires. Ces identités disciplinaires, il n'est pas question de les effacer ou alors on travaille dans le vide. C'est à partir de cette base disciplinaire qu'on va pouvoir ensuite engager le dialogue pour voir qu'est-ce qui fait notre commun avec d'autres disciplines. J'ai pour habitude de dire que pour être un bon spécialiste de l'interdisciplinarité, il faut déjà avoir bien ses pieds dans la discipline. Parce que si on n'a pas des pieds très clairement installés dans la discipline, c'est impossible d'être dans l'interdisciplinarité. Il faut déjà savoir d'où on vient et qui on est sur le plan de l'identité. Et donc voilà, si vous voulez, je renvoie simplement ça par rapport aussi à votre identité disciplinaire, et c'est normal. Et il faudra aussi y travailler, je pense, par rapport à votre champ disciplinaire. Alors, j'avais encore une interrogation qui portait sur le choix finalement des spécialités, c'est-à-dire qu'il apparaît de façon assez évidente qu'effectivement il y a des spécialités qui se passent plus ou moins aisément de support. Et dans quelle mesure est-ce que, sachant que quand même le grand oral va être une épreuve redoutée, hein, tout le monde l'a bien compris et l'expose largement, mais ça va être également une épreuve qui va être prise en compte dans le choix peut-être même des spécialités. Dans quelle mesure est-ce que cela ne va pas remettre en cause, une fois que ce grand oral existera et aura une certaine expérience, eh bien, une certaine volonté d'écarter certaines spécialités en fonction justement de la faisabilité ou pas.
de l'utilisation d'un support ou non lors de grand oral. Je ne sais pas si je suis très claire. Est-ce que ça ne va pas remettre en question, en fait, la liberté que les élèves ont dans le choix de leur spécialité en fonction de cette épreuve-là? C'est une question qui est revenue très très souvent dans le chat. C'est pour ça que je m'en fais le porte-parole. Et c'est une véritable inquiétude, manifestement, de nos collègues. Alors, il faudrait surtout pas que les élèves soient amenés à faire du coup de mauvais choix de spécialité. Comme vient de le dire David, on a quand même aussi des spécificités disciplinaires et donc il sera tenu compte lors de l'évaluation, on dit de ce qui peut être fait ou pas et de comment cela peut être fait selon que l'on fait un grand oral en mathématiques ou voilà, ou en histoire des arts, par exemple. Ouais. Donc, alors, moi, je pense au contraire que ce grand oral devrait nous aider à ce que les élèves fassent des choix judicieux. Ils vont travailler pendant plusieurs mois sur 2 questions, quand même des questions vives, donc des questions où forcément, s'ils ne s'engagent pas dans la réflexion, ils n'y arriveront pas. Donc, ils ne pourront avoir envie de le faire. Ils ne seront motivés et ils ne réussiront que si ça correspond à des spécialités pour lesquelles ils ont de l'appétence, de la réussite et de l'appétence. Et donc, je pense que c'est vraiment sur cela qu'il faut qu'on aille. Alors, puisque, par exemple, dans les interrogations, il y avait beaucoup les mathématiques, c'est ça? Alors, un élève qui adore les maths et qui est matheux, eh ben, dites-lui, et en plus, tu vas avoir la chance de faire des maths en plus dans le grand oral. Ouais. Et le fait de... non, mais voilà, ouais. Et c'est vraiment vers ça que l'on veut aller. Hein. Alors, un élève qui, à l'inverse, est passionné par l'histoire géo et la SVT, on ne va pas lui dire « Oh là là, je ne vais pas faire de SVT au grand oral parce que je ne pourrais peut-être pas présenter une manip. » Enfin non, il faut vraiment que ça aide à des choix de spécialité cohérents avec leur projet futur et avec leur appétence. Donc, on verra sur le moyen terme, mais... Nous, on pense plutôt que ça va être une aide à des choix cohérents de spécialité et pas parce qu'on nous a dit que avant c'était comme ça et un tel fait ou pas comme ça. Donc, en tout cas, ne faites pas porter d'inquiétude à ces élèves sur ce qui doit être, entre nous, là, un détail. Voilà. Dernière question. Pardon, Monsieur Segard. Alors, c'était pas une question, mais c'était pour rebondir sur la remarque de ma collègue de mathématiques. Je pense que l'oralisation de questions scientifiques par les élèves peut être quelque chose de vraiment intéressant. Il y a des études qui ont montré qu'en particulier dans l'enseignement des sciences en France, on avait un défaut de passage par l'histoire des sciences et par la justification des problématiques typiquement scientifiques, mathématiques ou physiques. Et que ça aidait souvent, d'ailleurs, les élèves à s'approprier les questionnements ou les problèmes spécifiquement scientifiques. Donc ça peut être un plus aussi pour eux de parvenir à partager ça. Enfin, je pense qu'il faut peut-être leur présenter comme ça, j'en sais rien. Posant des questions d'histoire des sciences, peut-être. Ça montre aussi que les travaux interdisciplinaires et de montrer comment on fait dans une discipline, par exemple sans support par rapport à une autre, peut être intéressante. Voilà, je pense qu'il est l'heure de conclure, mais je vois que les derniers échanges étaient déjà entre professeurs. Au regard de ce qui a été présenté et voilà, de la manière dont il faudrait ou il faudra, puisqu'effectivement le temps nous est compté au regard des échéances de cette année scolaire, on voit que le travail s'engage. Cette information elle visait vraiment à vous entendre aussi, effectivement, un apport de la part des 2 collègues inspecteurs que je remercie vivement. Moi, j'avoue qu'ils m'ont éclairé au travers de vos questions et de leurs réponses et de leur diaporama. Et je pense qu'il en est de même pour mes collègues proviseurs. Donc, un grand merci à toutes les personnes présentes. Le travail continue. Dans mon introduction, j'avais parlé d'une seconde formation qui vous arrivera forcément. Et donc, ça arrivera. Et continuez à réfléchir, commencez à mettre en œuvre cela dans vos établissements. Je pense qu'il y a des conseils pédagogiques qui vont arriver sans doute sur ce sujet. Et la vidéo, bien sûr, sera disponible. On vous donnera le lien. Merci à tous et bonne soirée.